énormément de compagnies de gestion immobilière qui malheureusement sont des fraudeurs. C'est super intéressant ce qui vous est arrivé aussi. Quelqu'un qui avait un dossier criminel, qui était très sale, qui avait 5 chiens dans le logement. Waouh. Waouh, ouais, c'est fou. Bonjour à tous et de retour pour un nouvel épisode du podcast. Vous en avez l'habitude, nouvelle semaine, nouvel épisode, nouvel invité. Aujourd'hui, on va parler de gestion immobilière avec Noémie Platard. Noémie, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'est que je suis d'origine française, ça s'entend très bien. Ça fait à peu près 7 ans que je suis au Québec. Je suis venue pour les études en fait. Donc à la base je suis ingénieur chimiste, plus en fait axé sur la biochimie. Donc j'ai fait ça en fait pendant 5 ans en France. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une école d'ingénieur en France. Puis avant, j'ai fait une prépa intégrée à l'école d'ingénieur chimiste. Et la suite de mes études, en fait, donc comment je suis venue au Québec, c'était par un stage d'ingénieur chimiste à McGill en recherche en cosmétologie. Donc j'ai fait ça pendant 4 mois en anglais. Puis après ça, après j'ai fait un semestre d'échange en biochimie à Trois-Rivières. Donc j'ai fait comme différentes villes finalement au Québec, après Montréal. Et puis après, je suis partie à la ville de Québec pour encore un stage de 6 mois, pour mes 6 mois de fin d'études d'ingénieur chimiste. Là, c'est en plus axé sur la biologie moléculaire et tout ce qui est perturbateur endocrinien. C'est un sujet qui est extrêmement spécifique. Je ne vais pas me commencer à être plus, à détailler. À détailler plus là-dessus. Et en fait, à la suite d'ingénieur chimiste, j'ai voulu en fait vraiment pouvoir être plus en fait spécialisée en tout ce qui est contaminants environnementaux. Donc ça s'appelle la toxicologie environnementale. Donc là, je me suis inscrite en fait en 2018 à un doctorat en santé publique, option toxicologie, analyse du risque à l'UDM, Université de Montréal. Et en fait, ce qui est bien, c'était un doctorat qui était en partenariat avec une université française, donc avec Poitiers, qui est, pour les gens qui connaissent, c'est une ville du sud-ouest en France. Donc après, j'ai fait 4 ans et demi de doctorat en sciences au Québec. Et après, je suis restée finalement au Québec, parce que le Québec, j'aime beaucoup aussi le Québec. J'ai envie de te dire, c'est super impressionnant déjà. Tu as un CV extraordinaire. J'ai un bon CV, effectivement. Mais pourquoi ce changement aussi brutal ? De carrière, brutal. Brutal. Ouais, c'est différent. Plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Différent. C'est sûr qu'entre les sciences et l'immobilier, c'est très différent. Mais en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une formation d'abord en fait, pour la partie investissement locatif français. Donc en fait, j'ai fait la formation de Christopher Wangen, d'ailleurs, qui est vraiment top. Donc je l'ai faite en fait pendant 4 mois en ligne. Je l'ai faite en 2020, en mars 2020, pendant la Covid. Parce que pendant la Covid, j'ai eu énormément de réflexions. J'ai eu beaucoup à réfléchir sur moi-même, sur mes ambitions, qu'est-ce que je voulais faire vraiment de ma vie. Et surtout, c'était quoi l'après-doctorat, ce qui me faisait un petit peu plus peur, je t'avoue. Et donc après ça, finalement, après la formation, je suis partie en France 1 an pour avoir mon doctorat français. Parce qu'en fait, en gros, ce qui fait, c'est que c'est un doctorat qui est bidiplômant entre l'UDM et Poitiers. Donc en fait, finalement, j'ai 2 doctorats, mais en un. C'est un peu particulier, mais c'est une spécificité différente des doctorats normaux, qui s'appelle en co-tutelle de thèse. Et donc, à la suite de ça, c'est que j'ai commencé à acheter des immeubles en France, dans la région de Poitiers. Donc, j'ai 3 immeubles en France avec mon conjoint. Et après on est retourné au Québec. Au Québec, donc après, j'ai fait une formation, le CIQ. Là, je l'ai fait pendant 10 mois. C'est un samedi par mois. Après, il y avait aussi du réseautage et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant 10 mois. Et en même temps, j'ai commencé à investir au Québec. C'était une formation immobilière spécialisée Locatif, oui. Donc c'était une formation de gestion immobilière. Non, pas de gestion. Non, c'était plus de l'investissement immobilier. Ok. Mais pas de la gestion. Okay. Même s'il y avait une partie gestion immobilière dans la formation, mais c'était plus une partie comment investir, comment acheter des immeubles ou des chalets, des condos, des maisons, peu importe. En tout cas, acheter un bien immobilier au Québec. Donc j'ai fait ça pendant 10 mois. Et en même temps que la formation, du coup, j'ai acheté un premier chalet. Que finalement j'ai revendu parce que ça a été un peu un flop. Et après donc, j'ai acheté un 4plex à Shawinigan, parce que c'est qu'il faut savoir qu'effectivement, moi, j'achète pas à Montréal. J'achète uniquement, en tout cas, presque que en Mauricie, parce que je trouve que c'est une très belle région et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer, et il y a beaucoup d'immeubles aussi intéressants à acheter et à optimiser.
On va en parler d'ailleurs de la Mauricie, tu as Ouais. raison, parce que j'imagine que la majorité de vos immeubles personnels et en gestion sont en Mauricie. Pas forcément en gestion, mais en tout cas personnel, oui. Personnel, oui. Ouais, Ok, ouais. super. J'avais envie juste de revenir un peu sur ta pensée au moment d'investir en immobilier. Est-ce que vraiment tu t'es dit, parce qu'avec tout le background que tu as en sciences, Mm. ce changement, tu le voyais venir, ou c'est juste tu t'es dit, ok, finalement, à ce stade de ma vie, j'ai envie de changement, j'ai pas nécessairement envie de travailler dans les études que j'ai fait, ou c'était vraiment quelque chose de longue haleine, tu avais déjà pensé à investir en immobilier? Non, j'ai pas pensé à investir immobilier à la base. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant la Covid, en fait, mon conjoint s'est comme fait mettre en chômage partiel. Et moi, j'étais encore docteur, donc j'ai comme des bourses, on vivait sur des bourses, puis du coup, mon chum vivait un peu finalement en chômage partiel, donc c'était un peu plus compliqué. Et c'est là où on s'est dit, finalement, pourquoi dépendre que d'un salaire? Parce que finalement, dépendre que d'un salaire d'un employeur, ça, c'est un petit peu plus risqué dans la vie, faut se le dire. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait finalement être libre financièrement. Donc, c'était ça, à la base, c'était ça. Donc on a réfléchi, donc d'abord on est passé par la bourse ne nous convenait pas forcément en termes d'investissement. Après on est passé par les crypto-monnaies, donc on a aussi des crypto-monnaies. Et après on est passé aussi par l'investissement immobilier, donc il y avait aussi l'immobilier derrière. Donc finalement, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était combiner la crypto-monnaie et en même temps l'investissement immobilier, parce que c'est des choses qui se combinent très bien. Mais pourquoi l'immobilier? Parce que ça permet quand même une liberté financière sur le court, moyen, long terme quand même, mais en tout cas plus là sur le moyen terme pour ma part. Mais donc c'est pour ça. En fait, vraiment, là-bas, on a vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait dégager du revenu sans salaire. Ok, donc un deuxième, troisième, quatrième revenu Tout à fait. pour se sentir plus libre financièrement. C'est ça, exactement, ouais. Ouais. C'est plus finalement pour éviter de penser à se dire, là, comment je fais en fin de mois, j'ai pas d'argent. Non, voilà. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment en fait pouvoir avoir la liberté financière de se dire, là, demain, j'ai envie de partir en France, je pars en France. J'ai envie de partir demain, lendemain au Mexique, je pars au Mexique. Ouais, c'est plus cette façon-là de penser. Aussi, on voulait dépendre de personne, à part nous-mêmes. Fait que c'est ça aussi qui était important pour nous, c'était la liberté, en fait. Financière, mais après géographique. Ok, super. Côté investissement, j'avais envie de te poser aussi cette question, vu que vous êtes de France, Oui, originellement. oui. Euh, quand vous êtes arrivé au Québec, quelle différence toi tu as senti, comme tu avais déjà acheté en France, Mm. au niveau de l'investissement et de l'achat au Québec? Est-ce que tu as trouvé que c'était plus facile qu'en France? Comment tu t'es débrouillé au niveau financement, au niveau prospection? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Sûr que c'est quand même assez différent. Tu sais, par exemple, faire un exemple assez quand même fou, c'est qu'au Québec, les taux d'intérêt, en fait, c'est quand même élevé. Puis tu vois, en fait, mes immeubles en France, je suis sur 0,95% de taux d'intérêt bloqué sur 20 ans. Waouh, Ouais, ça fait rêver. ouais. Fait que, tu sais, ça n'a rien Alors, à voir. alors pourquoi investir ici alors? Alors non, mais parce qu'en fait, ici, de toute façon, déjà, on est quand même bien établi ici. On va faire notre vie ici. Et pourquoi, en fait, aussi investir au Québec en immobilier? Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages aussi, contrairement à la France quand même si la France a quand même son lot aussi d'avantages. Mais le Québec, ce qui est très intéressant déjà, c'est que ça va beaucoup plus vite. Tu sais, par exemple, pour acquérir un bien au Québec, ça prend 1 mois et demi. En France, c'est 3 mois. Donc déjà, bon, c'est quand même plus long. Pareil, par exemple, pour tout ce qui est en fait business plan bancaire, pour présenter son dossier à la banque, là, en fait, en France, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de banques qui vont te suivre sur tes projets. Alors qu'au Québec, je trouve que c'est plus facilement finançable sur des projets justement qui sont rentables. VS la France, où maintenant, là, ils sont un peu plus fermés au financement, c'est plus compliqué. Il y a ça. Il y a aussi, en fait, finalement, qu'au Québec, il y a le refinancement hypothécaire qui n'existe pas en France. En fait, en France, pour pouvoir avoir sa plus-value, faut vendre son bien. Au Québec, non. Tu peux le refinancer pour pouvoir avoir la plus-value. Ça, c'est quand même une grosse différence et c'est un super avantage qu'on a au Québec versus en France. Donc, du coup, tu vas beaucoup plus vite au Québec qu'en France, en fait, en termes d'accumulation de biens immobiliers. 100% d'accord avec toi. C'est vrai que ce système de refinancement aussi, on en parle souvent au podcast aussi avec les invités que j'ai eu, surtout les semaines dernières. J'ai eu une courtière immobilière, on en parlait.
C'est tout ce beau processus-là d'acheter une propriété, de mettre de la valeur, de la réévaluer. Et bien sûr, après, ça va dépendre comment tu gères, tu augmentes. On va parler aussi d'optimisation de loyer, pardon, Ouais. comme on avait dit. Mm. Mais j'imagine que dans votre pensée, au moment d'investir, c'était déjà ancré. C'était déjà, on va optimiser la propriété, Ouais. on va la refinancer. Et ensuite, on va prendre notre argent, on va le mettre ailleurs peut-être. Bah alors en fait, alors nous, on a quand même notre stratégie, c'est pas forcément refinancer chaque propriété. En fait, on va en refinancer une sur trois Ok, achetées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut quand même se garder du cash flow mensuel pour pouvoir justement aussi une partie en vivre, mais une partie aussi pouvoir améliorer la bâtisse, améliorer le logement et pouvoir justement faire des travaux. Parce que c'est que souvent, les bâtisses qu'on achète, ça a besoin de travaux. Et nous, ce qu'on aime bien quand même, c'est avoir des beaux logements quand même qui sont bien rénovés, qui sont aussi qui sont bien entretenus. Parce que c'est important pour nous d'avoir des immeubles justement qui sont bien entretenus parce que c'est pas le cas de tous les propriétaires de mettre de l'argent dans son immeuble. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même une chose importante. C'est pour ça qu'on a quand même besoin d'avoir du cash flow, donc la liquidité mensuelle des revenus, enfin, du coup, des loyers par mois pour pouvoir justement les réinvestir soit en achetant un autre bien, soit en travaux, ou soit pour nous, pour d'autres projets, effectivement. Mais ça va dépendre un peu du moment, mais souvent, ça va être un peu ça. C'est ça comme point de vue, quoi. Comment on fonctionne, en fait, c'est qu'on a différents services dans différentes régions. En fait, nous, on va gérer 5 régions différentes. Donc, on va gérer Grand Montréal, Rive Sud, Rive Nord. On va gérer aussi l'Estrie, donc Granby, Sherbrooke aussi. On fait aussi Actonville. On a aussi la Mauricie, Shawinigan, Trois-Rivières, Saint-Boniface, Bécancour. On va vraiment gérer aussi la partie Mauricie. On va gérer la partie Lanaudière et Laurentide. Donc, ça fait 5 régions dans différentes villes et avec différentes équipes aussi. Donc, c'est quand même toute une organisation, mais qui est très, très hyper intéressante, hyper challengeante. Moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment pouvoir coordonner finalement toutes les équipes en place pour que ça se passe le mieux possible et avoir toujours une belle qualité de service. Ça, c'est très important. Et après, en termes de service, comment on fonctionne, c'est que, donc, par exemple, donc les 4 régions, tout ce qui est Grand Montréal, Estrie, Lanaudière, Laurentide, donc on est à 5% des revenus bruts mensuels de l'immeuble. Ouais. Et après, on a aussi des services pour la location, pour louer un logement, c'est à part des 5%. Et puis après, on a aussi quelques services à la carte, à l'unité, par exemple pour aller au TAL, pour se déplacer, des urgences, pour l'entretien de l'immeuble, c'est à l'heure, des choses comme ça. Et par contre, pour la Mauricie, là, on fait à la porte et pas au pourcentage parce que le prix des loyers n'est pas encore en concorde, est encore trop bas en moyenne. Donc, on ne peut pas forcément faire un prix en pourcentage en Mauricie. Donc, on fait un prix par porte qui est de $40 par porte par mois pour la Mauricie. Puis après, le reste, c'est en pourcentage. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis c'est vrai que là, nous, après nos valeurs, moi, ce qui m'importe aussi, c'est avoir toujours une très, très belle qualité de service, être aussi très flexible et aussi très à l'écoute des clients sur ce qu'ils veulent. Par exemple, imaginons qu'il y a un bail, il faut faire un bail, puis là, il voudrait faire une annexe au bail. Pourquoi, comment. Donc, voilà, là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on connaît bien la dynamique, tout ce qui est en fait à l'écoute des clients, puis leurs différentes demandes. Et c'est important pour nous, justement, de toujours pouvoir les satisfaire. Mais toujours aussi en donnant des conseils avisés. Parce que, par exemple, des fois, ils vont avoir des demandes qui, finalement, pour nous, ça ne fait pas de sens. Donc, on va leur dire, on va pouvoir en discuter. Fait que finalement, ce qui est bien, c'est comme on est aussi du coup, à la base des investisseurs immobiliers, on comprend la dynamique, donc on comprend finalement leurs demandes, et on peut du coup s'ajuster en conséquence. Ça, c'est quand même important aussi de le dire. Vous faites partie du même monde. Voilà, exactement. Donc c'est ça, vous arrivez à comprendre leurs besoins, leurs inquiétudes, etc. Ouais, exactement. Ouais. Sur ta journée type, j'aurais bien aimé aussi que tu nous dises un peu ce qu'une directrice d'opération en gestion immobilière fait à peu près au jour le jour. Et aussi, tu as parlé de location, tu as parlé des services. Ouais. Est-ce que tout est à l'interne ou est-ce que vous travaillez aussi avec des compagnies, disons, de location externe, par exemple? Alors non, en fait, on fait vraiment tout à l'interne. Par contre, quelquefois, effectivement, par exemple, pour certains secteurs, on va avoir des agents de location à l'externe. On en a à Longueuil, on va en avoir aussi justement en Estrie. En Mauricie aussi, on en a une. Mais d'ailleurs, justement, on va pouvoir faire, qui s'appelle Vanessa. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, en fait, elle va être internalisée avec nous en septembre. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de locations à faire. Et puis, elle est super bien. Donc, c'est hyper important après aussi de pouvoir, en fait, avoir une bonne équipe en interne et pas forcément trop en avoir en externe.
Donc c'est pour ça que des fois, on va vraiment en fait, les mettre aussi dans la compagnie avec nous, sur le payroll. Mais sinon, après, sinon, mon day-to-day, c'est pas mal de travail, clairement. C'est des fois, je travaille quand même des fois de 8h à 23h. Des fois, c'est des semaines comme ça qui sont très intenses. Tu sais. Mais j'essaie quand même de trouver des fois des temps pour moi, ce qui sont compliqués. Mais sinon, c'est en fait, après, tu sais, par exemple, aujourd'hui, tu vois, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai géré, par exemple, du coup, mon adjointe, aussi, tu sais, la Marie-Charlotte, qui est qui s'occupe vraiment de la gestion d'immeubles en Lanaudière, et puis Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, c'est vraiment aussi pouvoir la gérer, répondre à ses questions, ses besoins. Donc, elle a quand même beaucoup de questions, donc c'est important d'être toujours présente pour ces questions. Je vais aussi gérer toute la partie des courriels. Donc, on a quand même beaucoup de courriels par jour. J'imagine avec les locataires, etc. Les locataires, les propriétaires, les demandes externes. Des fois, il y en a énormément. Tu sais, on a quand même, à mon avis, entre 100 et 180 courriels par jour. Fait que ça, il faut les traiter. Donc ça, c'est moi qui les traite en partie. Et puis après, on les traite quand même. Et après, il y a Francis qui les traite aussi. Il y a aussi Raoul qui est directeur financier. Voilà, quand même, heureusement, on se partage les rôles. Mais, vous êtes combien à peu près dans l'organisation, tu dirais? En tout, là, on est 8. Ok. On est 8. En fait, on est 3 associés puis 5 employés. Parfait. Donc, vous avez, j'imagine, des adjoints, des gestionnaires immobiliers par secteur ou... Exactement. Après, ça, on n'a pas parlé de votre volume aussi. Ça serait intéressant de voir à peu près combien tu mets de gestionnaires par logement. Je sais que pour du long terme, c'est à peu près 500 logements, je pense. Non, c'est trop. Non. C'est trop, tu dirais? Ouais. En fait, non, parce que après, pour moi, c'est maximum 300. Ok. 320 logements à la rigueur par gestionnaire d'immeuble. S'il fait plus, après, le problème, c'est qu'en fait, il va pas se sentir bien personnellement, il va faire trop d'heures, il va faire plus de 40 heures, puis après, tu vas le perdre, clairement. Parce qu'après, la personne, elle va se dire, ah ben là, clairement, là, je fais plus que nécessaire, j'en gère trop, et ça, on veut pas. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on a un maximum de 300 logements par gestionnaire d'immeuble. C'est important, justement, de pouvoir, en fait, de pas dépasser ce volume-là par personne pour justement pouvoir garder les employés aussi autour de nous et pas commencer à trouver un gestionnaire tous les 6 mois. Fait que ça, c'est important d'avoir cette bonne dynamique-là. Et c'est vrai que souvent, il y a quand même beaucoup de compagnies de gestion immobilière qui sont malheureusement, en fait, qui ne comprennent pas cet enjeu-là, alors que, et surtout, être à l'écoute des besoins de l'employé, être à l'écoute aussi de ses plaintes et de sa fatigue. Ça, c'est important d'en prendre note et toujours bien discuter avec les employés de leur charge de travail. Parce que des fois, on se dit, là, on va comme leur rajouter une tâche, mais finalement, là, c'est la goutte d'eau pour eux. Donc ça, c'est important pour moi de toujours faire attention à la santé mentale des employés, puis à bien aussi toujours, en fait, bien les conseiller. Mais sinon, donc, en fait, du coup, ce qui fait que donc, là, on a une gestionnaire en fait, donc, qui travaille donc, pour 300 logements entre Lanaudière, donc Joliette, l'Assomption, et donc aussi la partie Grand Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Après aussi, donc, on a une équipe en fait en externe en Estrie, Granby, Sherbrooke, Acton Vale. Et après, donc, on a aussi du coup, une gestionnaire immobilière en Mauricie. Et puis après, on a un co-gestionnaire dans les Laurentides. Ok, ça fait beaucoup de gens à gérer, hein. Clairement, c'est une grosse coordination. Mais sur différentes régions aussi. Est-ce qu'ils se déplacent aussi, j'imagine, régulièrement? Est-ce que tu leur inclus les locations aussi? Ou tu as juste un agent de location qui s'occupe de la location seulement? Parce que je sais qu'il y a des compagnies immobilières, où ils donnent la location aussi aux gestionnaires immobiliers. Est-ce que c'est ça aussi ce que vous... Alors ouais, là c'est le cas, effectivement. Là c'est le cas. Après par contre, c'est juste que des fois, moi j'ai quand même j'ai quand même aussi loué des logements. Parce que quand tu as un trop gros volume de logements à louer, surtout là on est dans le rush de location, là c'est pour juillet, là pour avril, pour mai. Fait qu'en fait, là, tu sais, quand on a 15, 20, 25 à louer pour une personne, pour un gestionnaire, ça commence à faire beaucoup, même si ils sont super bien, ils gèrent bien et tout ça. Moi, j'en prends quand même des fois à louer parce que pour les déloader aussi. Parce que je sais que des fois, c'est quand même pas facile de louer des logements aussi. Et donc, d'en louer un gros volume d'un coup, ça prend quand même un dispatch important entre les différentes personnes. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, tu vois, à Longueuil, on a quelqu'un qui va vraiment juste louer à Longueuil et pas ailleurs. Puis, on sectionne comme ça un peu les gens. Mais effectivement, on fait attention quand même à garder toujours un maximum de logements à louer pour une personne, même si des fois on dépasse un peu, j'essaie d'en prendre sur moi aussi. Parfait. On va rentrer plus en détail, si tu veux bien, sur ta clientèle,
Euh, Est-ce que c'est majoritairement des Québécois, des gens qui habitent au Québec, ou est-ce que vous avez aussi des propriétaires d'immeubles qui sont à l'étranger? Ça se fait aussi beaucoup, même la majorité, j'imagine que ça devrait être normalement des gens qui habitent à l'étranger, parce que avec le recul que j'ai et l'expérience, les gens qui habitent ici, qui ont investi dans l'immobilier, s'ils ont des plex, ils aiment bien aussi s'en occuper. Je ne sais pas si c'est ton point de vue ou, ou vous êtes ou non. C'est comme non, on a plein de gens qui ont plusieurs parcs immobiliers, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc on prend aussi ce genre de contrat. Ouais, c'est plus cette option de, effectivement. Après, on a quand même beaucoup, enfin, quand même majoritairement, c'est des Québécois, quand même, nos clients. On a quelques personnes qui habitent à l'étranger et qui ont des condos. C'est plus des condos qui ont quand même Oui. Les personnes qui sont à l'étranger. Mais c'est l'impression, c'est quand même plus des Québécois qui ont des immeubles, par exemple, des fois, qui ont des gros parcs d'immobilier. C'est là, on va avoir un client qui va avoir 60 logements, et un autre qui va avoir 40, 45 logements dans différents secteurs. Mais en fait, et là, justement, on va se différencier des autres gestions. C'est quoi? Nous, par exemple, on peut prendre un client qui a finalement un immeuble à Sherbrooke, un immeuble à Montréal et un immeuble à Shawinigan. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il va pouvoir avoir une gestion immobilière, mais pour tout son parc qui est dans différents secteurs. Et donc ça c'est quand même un très bel avantage que finalement presque personne en gestion immobilière offre comme service. C'est que nous, on est vraiment multi-secteur. Donc on peut vraiment prendre un client québécois qui va avoir plusieurs immeubles dans différents secteurs. Puis après, pour ta question, tu avais une autre question, je crois, sur... Bah, c'est vrai, comme tu dis, un investisseur immobilier, tu sais, il va pas réellement se positionner sur un quartier. S'il a une opportunité, un deal, Ouais. une fois c'est Sherbrooke. Si le mois prochain ou l'année d'après, il trouve une opportunité, comme tu as dit, À en Trois-Rivières ou Mauricie, Shawinigan, ouais. c'est ça. Donc, Mm. c'est sûr que pour lui, ça va être, à moins qu'il a sa propre gestion immobilière, mais c'est vrai Ouais. que la majorité aussi, c'est un investissement, c'est un deuxième, troisième, comme tu as dit, Revenu, une rentrée d'argent. ouais. Mm. Donc, ils vont préférer donner un pourcentage, etc. Ouais. Et comme tu l'as bien dit également, c'est que il faut se déplacer un peu partout. Donc, Ouais. c'est sûr que ça apporte ce lot de... De défis, ouais. Bah ouais, aussi, surtout comme gérer un immeuble, gérer des locataires, c'est gérer de l'humain. Et c'est des fois compliqué parce que tu sais, des fois, il y a quand même des situations qui prennent de l'énergie, des fois pour rien. Mais tu sais, un propriétaire qui a un parc de plus de 10-15 logements, souvent, il va peut-être commencer à se poser la question de dire, ah bah, là, je vais peut-être quand même commencer à faire gérer par quelqu'un d'autre parce que ça me prend beaucoup de temps, parce que moi, j'ai un travail à côté à temps plein. Souvent, c'est un peu le cas. Et gérer un immeuble avec des locataires en place, gérer l'entretien, gérer les urgences. Il y a un robinet qui coule, il y a une toilette qui est bouchée un samedi matin. C'est très lourd. C'est très lourd. Donc, c'est pour ça que là, nous, justement, en fait, on va être là pour le soulager. Mais justement, et aussi quand même le soulager, mais toujours aussi l'avertir justement de ce qui se passe dans l'immeuble. C'est important aussi quand même toujours qu'il ait un visuel, même si c'est pas lui qui gère, c'est nous. Mais on le tient quand même toujours au courant de ce qui se passe, ce qui est important quand même pour lui, avoir une transparence envers son client. Très important, la transparence. Ouais. Surtout dans ton cas, Ouais. vu l'histoire que tu m'avais racontée aussi la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone, Ouais. tout ce qui s'est passé quand toi aussi tu es arrivé au Québec, Mm. tu avais donné tes immeubles en gestion à quelqu'un. Ouais. Alors juste un, heureusement Juste pour un. moi. Ouais. Ouais. Ouais, Mais ouais. c'est ça, c'est intéressant parce que, en fait, ce qui t'est arrivé, c'est un peu pour ça que tu travailles en gestion immobilière, j'ai envie de te dire. Ouais, Parce c'est que ça. tu Ouais. as comme cette peur-là que ça arrive encore. Donc, tu te dis, écoute, je vais gérer moi-même, c'est mieux, je préfère. Et en Mm. plus, tu donnes ton savoir à ta clientèle, donc à des propriétaires. Ouais. Au niveau propriétaire, moi, ma première question que j'ai envie de te poser, et comme tout entrepreneur, c'est comment tu fais pour trouver des nouveaux contrats? Comment vous faites, les trois associés, Mm. pour trouver des nouvelles personnes qui seraient intéressées à vous donner leur immeuble en gestion? Bah, en fait, déjà, ce qui est bien, c'est que là, on a quand même une belle réputation. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de bouche à oreille. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui parlent de nous. Des fois, je les connais même pas, mais bon, ils parlent de nous très bien, hein, tant mieux, c'est vraiment cool. Puis après aussi, Francis, ce qui est bien, c'est que le président, c'est quand même un bon leader, puisque ce qui est bien, c'est que lui, en fait, il va vraiment faire la prospection, il va parler à beaucoup de monde. Il a un réseau qui est très important aussi. Donc, c'est quand même plus simple aussi pour lui d'aller chercher des nouveaux clients.
Il va aussi beaucoup répondre sur les groupes Facebook en donnant beaucoup de conseils qui sont très avisés à beaucoup de propriétaires et même des fois des locataires. Et ce qui est bien, c'est que ça apporte quand même une très bonne valeur justement pour pouvoir faire de la prospection immobilière parce qu'en fait, ils peuvent, au moins, ça aussi apporte quand même une crédibilité à la compagnie parce qu'en fait, on est des investisseurs à la base et donc on comprend. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, on va attirer des investisseurs aussi. Mais effectivement, là, il y a quand même beaucoup de bouche-à-oreille en ce moment parce que c'est vrai qu'on a quand même une très belle qualité de service. En tout cas, on essaye de toujours avoir une belle qualité de service. Donc, ce qui veut dire que ça impacte finalement aussi sur l'environnement. Puis sur aussi, il y a aussi quand même beaucoup de nos clients qui parlent de nous à d'autres amis, d'autres propriétaires. Donc, ce qui fait que finalement, ça devient plus grand de jour en jour parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de nous. Après aussi, en fait... la prospection, souvent, ça passe aussi quand même par aller tout ce qui est événement de réseautage. Oui. Ça, on y va quand même de temps en temps aussi. On essaye quand on a le temps. Des fois, c'est compliqué d'avoir le temps d'aller au CIQ, à IMO Facile. Voilà, on essaie quand même d'aller à des gens comme ça pour discuter, pour parler à d'autres gens. Et ça, on fait ça aussi quelques fois. C'est par exemple, là aussi, le podcast apporte aussi finalement une certaine visibilité aussi à Humanova, ce qui est important aussi. Fait que c'est tout ça finalement qui apporte la prospection, puis du dynamisme à ça, puis de la recherche de clients pour pouvoir grandir en même temps. Après, l'enjeu aussi quand même faire attention à bien grandir, parce qu'il y a grandir vite, mais il y a aussi gérer sa croissance en interne et pouvoir embaucher après les bonnes personnes et structurer la compagnie, mettre des procédures internes en place. Et donc, c'est ça aussi qui est dur. Mais c'est aussi important de ne pas grandir trop vite et donc de ne pas prendre trop de contrats d'un coup. Parce qu'en fait, après, voilà, on fait attention aussi on a quand même qu'une vie aussi. Puis une journée, on a quand même que 24 heures. Ouais. Donc, on ne va pas commencer, à travailler. Moi, je travaille quand même beaucoup. Donc, on ne va pas commencer à travailler jusqu'à 2 heures du matin parce qu'on a pris un client qui a 50, 60 logements, parce qu'on n'a pas assez structuré la compagnie en interne. Fait que ça, c'est important pour moi d'avoir une très, très belle structure. Et aussi une structure qui est jeune et qui est très très user-friendly. Par exemple, tout ce qui est logiciel de gestion, courriel automatique. En fait, tout ça est à optimiser. On est encore en train de l'optimiser pour vraiment être encore plus efficace qu'aujourd'hui. Mais c'est tout ça qui est important à structurer. Et donc, pour avoir une bonne croissance saine, ça prend justement une bonne structure en interne. Fait que c'est ça, moi, qui est important aussi d'avoir de la bonne prospection, d'avoir la prospection sur des clients, mais d'avoir quand même des fondations avant de construire les murs, quoi, si je puis dire comme ça. Mais je vois vraiment que tu tiens beaucoup à, comme tu l'as dit, structurer et que Humanova se fasse sentir bien, que le bouche à oreille soit parfait. Ouais. Pour une compagnie de gestion immobilière, c'est très rare parce que c'est très souvent mal vu, une compagnie de gestion immobilière. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, mais c'est vrai que malheureusement, il y a une raison à ça. C'est parce qu'en fait, après, moi, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, puis il y a énormément de compagnies de gestion immobilière qui, malheureusement, sont des fraudeurs. Après, donc, tu as comme différents types de fraudes, hein, mais souvent, ça va être la même chose à chaque fois. Ça va être soit ils vont voler les loyers des propriétaires. Ça, j'en ai vu beaucoup. Ça va être soit, en fait, ils vont te dire qu'ils ont fait les travaux. En fait, ils n'ont rien fait du tout. Donc en fait, après, ils vont te facturer des travaux qu'ils n'ont pas fait. Ça, je le vois souvent dans des compagnies de gestion immobilière. Et en fait, pourquoi il se passe ça ? Parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'association. Tu sais, un peu comme un ordre des ingénieurs du Québec ou un ordre des chimistes comme moi, je suis membre. Mais en fait, il n'y a pas d'ordre de gestionnaire immobilier. En fait, ça ne demande aucune compétence, ça ne demande aucun diplôme réel. Donc finalement, quelqu'un qui est un fraudeur criminel qui a fait de la prison il y a peut-être 2 ans, il va pouvoir monter sa compagnie de gestion immobilière puis se dire gestionnaire d'immeuble. Fait que ça, c'est un gros enjeu au Québec puisque c'est pas assez, en fait, c'est pas assez contrôlé. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de dérives. Et donc, c'est pour ça que finalement, que c'est mal vu parce qu'il y a beaucoup de dérives en gestion immobilière, malheureusement. Si tu veux peut-être nous raconter un peu ton anecdote rapidement pour que les gens mettent un peu une image dessus parce que c'est super intéressant ce qui vous est arrivé aussi. Ouais, malheureusement, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on a acheté notre premier immeuble avec mon conjoint à Shawinigan, c'était un 4 logements, d'ailleurs qu'on l'a toujours, à Grand-Mère. Et en fait, et donc là, on avait pris en fait un gestionnaire d'immeuble qu'on pensait bien, parce que malheureusement, il avait très peu de sérieux à Shawinigan, surtout dans cette ville.
Et donc, on est tombé finalement en fait sur quelqu'un qui nous a déjà mis des locataires horribles. Je n'ai jamais vu un gestionnaire qui, enfin en tout cas, il y en a quand même qui met des locataires horribles, mais à ce point-là, quelqu'un qui avait un dossier criminel, qui avait pas le dossier OTAL pour non-paiement, qui était très sale, qui avait 5 chiens dans le logement. Donc, Enfin, imaginons 5 chiens. Bon, l'horreur. il a pas fait attention, quoi, on va dire. Ah non, non, mais en fait, le pire, ce qu'il a fait, c'est que pour l'histoire, c'est qu'il avait expulsé ce locataire-là d'un autre logement, d'un autre propriétaire qu'il a mis dans le mien. Waouh. Waouh, ouais, ça c'est fou. Et après ça, en fait, on lui avait comme demandé, genre, comme tous, de vérifier des moisissures dans 2 chambres en demi-sous-sol, dans un logement en demi-sous-sol. Et là, en fait, il nous a strippé le logement au complet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, on n'avait plus de murs, plus d'isolation, plus de jeep, plus rien, plus de toilettes, rien du tout. Mais ça lui a apporté quoi à lui? Et ben en fait, pour lui, ça lui a apporté de pouvoir après nous dire: ah bah là, regardez, votre logement est strippé, je vais pouvoir le reconstruire. Je vais être là, votre sauveur, pour le reconstruire. Sauf qu'évidemment, non. Puisqu'en fait, il y avait aussi en fait, une surcharge de facturation en travaux énorme. Ça, c'était du jamais vu. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est quand on a découvert un peu le logement strippé, c'est là où on s'est dit, écoute, c'est fini, on va prendre un avocat. On a pris un avocat. Il nous restait des factures à payer, qu'on n'a pas payées, puisque c'était pas du tout justifié que c'était en fait de la fraude criminelle. Et donc le gars nous met une hypothèque légale sur l'immeuble, sur le 4 logements, pour nous mettre la pression. Il y avait aussi un avocat à la partie adverse, qui d'ailleurs, il y avait quand même quelques petites problématiques, à mon avis, tête de mèche avec cette personne-là, avec le gestionnaire d'immeuble. Puis à la suite de ça, en fait, c'est qu'on pouvait rien faire. C'est que pour récupérer notre argent, il était insolvable. Et puis en fait, puis après ça, j'ai commencé aussi à mener mes recherches sur cette personne et ses différentes entreprises. Donc j'ai commencé à mener mes recherches pendant 3 mois. Donc j'ai été une pieuvre. Donc j'ai parlé à énormément de propriétaires qui avaient en gestion avec ce gars. Et donc là, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai aussi qu'il avait fait de la prison pour fraude. Et sauf que là, je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter là. Que cette personne-là, il fallait qu'elle soit punie, peu importe comment. Sauf qu'évidemment, il fallait quand même que ce soit dans le cadre légal. Je ne vais pas faire des procédures illégales pour faire justice moi-même, même si des fois j'aurais bien aimé. mais là, non, pas au Québec. Mais donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté en fait 8 journaux publics pour raconter mon histoire. Et finalement, c'est la facture Radio-Canada qui a pris l'histoire en fait en exclusivité. Puis donc après, on est passé à la facture avec mon conjoint contre cette personne qui était mon ancien gestionnaire d'immeuble. Et aussi pour le dénoncer en fait sur la place publique, parce qu'il faut savoir que la facture, c'est quand même regardé par plus d'1 300 000 personnes. Donc ça a quand même un gros impact sur sa réputation. Oui. Fait que c'est ce que je voulais. Voilà, c'est vraiment en fait pouvoir mettre un terme, même moi, émotionnellement et psychologiquement, ce que j'avais vécu, parce que c'était très très dur psychologiquement, parce que le cas échéant, j'étais encore en train de travailler à temps plein, donc pour une entreprise pharmaceutique. Fait que voilà, je voulais quand même que ce soit dénoncé, ce genre de pratique, mais malheureusement, c'est monnaie courante en gestion immobilière. Il y en a tellement comme ça, c'est affreux. Donc voilà, mais sauf que c'est important de dénoncer ces gens-là. Voilà, non, c'est tout à ton honneur. Donc, est-ce qu'en ce moment, tu sais, ou est-ce que vous êtes toujours en procédure, ou est-ce que c'est une histoire qui est derrière vous, c'est classé? En fait, alors c'est classé sur le plan en fait judiciaire, parce que finalement en fait on n'a pas refait d'autres démarches, parce que ce qui veut dire après c'est comme repayer après des frais d'avocat, etc. Donc ça n'en finissait plus les frais d'avocat. On a quand même déjà payé $25 000 en frais d'avocat. Donc là je pense que c'était trop déjà. Enfin en tout cas on voulait quand même mettre un terme à finalement un peu ce puits sans fond, quoi. Ouais. Donc non, on a décidé d'arrêter là. On l'a pas poursuivi après. Et en fait c'est simplement que la poursuite a été une poursuite sur la réputation, ce qui est pour moi la plus importante sur ce genre de dénonciation, quand même, sur de fraudeurs criminels. Donc on s'est arrêté là, en fait, là-dessus. Mais par contre, après, quand même, je le suis quand même de près en Mauricie. Je le suis, c'est-à-dire que je vois ce qu'il fait et je l'arrête dès qu'il y a le moindre mouvement. Je suis derrière lui pour l'arrêter. Voilà, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très, très tenace dans la vie. Tu t'es fixé un objectif qui te trouve plus jamais de clients. Exactement.
Exactement. En fait, et même la moindre compagnie de gestion immobilière qui fait le moindre faux pas, qui fait la moindre fraude, je serai là pour le dénoncer. Voilà, parce que c'est important de relever le niveau en gestion immobilière et de se dire que oui, ça existe, une gestion qui est sérieuse, qui est organisée, qui est transparente, parce que parmi un océan de fraudeurs et de gens qui veulent te crosser, parce que savoir qu'en immobilier, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de gens qui vont se dire qu'un propriétaire, quand il va acheter un immeuble, ça veut dire qu'il a de l'argent. Et ça veut dire qu'on peut le crosser. Et il y en a énormément qui pensent ça au Québec. Et donc, c'est important justement de pouvoir renverser cette balance-là et d'avoir une compagnie de gestion sur qui on peut compter. Parce que c'est important quand même de se soulager, notamment sur tout ce qui est gestion day-to-day d'un immeuble qui est des fois qui est quand même très très énergivore. C'est quand même beaucoup de temps. Puis c'est important justement de dire que on est là pour lui, on est là pour l'épauler dans sa gestion d'immeuble. Et on n'est pas là, on va jamais. Voilà, nous on est quand même, comment dire, puis on est un groupe, on est une équipe, donc on essaie quand même aussi comme toujours de pouvoir s'entraider aussi. Puis tu sais, par exemple, moi mes employés, je vais aussi essayer de les aider à investir en immobilier, parce que c'est important aussi pour moi qu'ils puissent comprendre comment investir, parce que là ils n'ont pas d'immeuble, donc c'est important aussi de les faire grandir avec moi en fait. Voilà. Super intéressant. C'est vrai que si tu apportes tout ce degré-là, toutes tes connaissances à des employés, à des gens qui travaillent avec toi, ils vont se sortir reconnaissables. Tu sais, c'est pas seulement ça, c'est que ils vont se dire, je travaille pour cette personne-là, mais je sens qu'elle est attachée à moi, qu'elle me redonne le travail que je lui donne. Donc, tu bâtis une relation sur du long terme. C'est pas seulement, je t'engage, tu fais le travail. T'es un numéro, puis je m'en fous de toi. Ouais, non, pas du tout. Non. C'est que moi, j'ai vraiment l'aspect très humain. D'ailleurs, Humanova, ça vient de humain et innovation. Donc ça, faut quand même pour ça que c'est important. Donc ce qui est important pour nous, c'est vraiment aussi le côté humain, puis valoriser aussi le côté humain à travers notre équipe en interne. Puis par exemple, justement, là, en plus, on a un super projet qui va arriver. C'est qu'en fait, là, on est en train d'acheter un immeuble commercial à Shawinigan pour faire en fait un espace de coworking, mais aussi un espace événementiel. Et vous pouvez pouvoir en fait que nos clients puissent venir à nos événements. Ça c'est important aussi pour nous parce que finalement on va apporter, c'est pas qu'une gestion, on va aussi apporter un réseau, mais un réseau de gens compétents, des notaires, des avocats, des entrepreneurs généraux, etc. Et en fait, du coup, tout ça, finalement, parce que moi, je suis hyper exigeante justement dans la gestion des sous-traitants et dans le choix des sous-traitants, ce qui fait que finalement, en fait, c'est important pour nous d'avoir que des gens qui commencent autour de nous et de pouvoir les faire partager à nos clients pour qu'ils puissent finalement aussi grandir avec nous et pouvoir acheter des immeubles en continu. En tout cas, acheter des immeubles quand ils veulent, mais au moins compter sur une équipe finalement qui puisse l'aider. C'est le notaire, le courtier hypothécaire, le courtier immobilier, le gars de travaux, la gestion. Ça vous donne du travail. Plus vos clients investissent, de toute façon, plus ça va vous donner du travail. Ouais. Donc, c'est une super mentalité. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement, ouais. Mais sauf qu'en même temps, ce qui est bien, c'est que nos sous-traitants, puis les personnes avec qui on fait affaire autour, en fait, ils savent que notre équipe est hyper exigeante aussi et qu'on est très transparent. Puis justement, en fait, on va toujours exiger aussi que le travail soit bien fait et qu'il soit carré. Parce que c'est que j'avoue que moi, dans la vie, je suis quelqu'un aussi qui est très carré, parce qu'en même temps, je suis une scientifique, hein, donc une scientifique, c'est très cartésien, c'est très carré, c'est très organisé, très structuré. Mais j'apporte ça aussi justement à Humanova. Et donc, c'est important que nos clients aussi le ressentent à travers, en fait, par exemple, imaginons qu'ils nous disent « Ah bah là, est-ce que tu n'aurais pas un contact d'un gars pour la toiture ?» Ah bah là, oui, j'ai une personne que je peux te référer. Mais quand je dis ça, quand je dis que je peux te référer à la personne, ça veut dire qu'en amont, moi, je l'ai déjà testé, j'ai déjà validé avec mon équipe, je l'ai déjà validé en amont avec d'autres personnes, donc je sais qu'elle est fiable et je sais qu'elle est de confiance. Et donc, ce qui veut dire, c'est important, c'est que quand je réfère quelqu'un, c'est pas moi, je ne vais pas référer n'importe qui que je ne connais pas. Ça, c'est important aussi de le mentionner parce que moi aussi, je fais affaire avec lui pour mes immeubles à moi, donc je ne vais pas mentionner quelqu'un qui finalement est un tout croche, quoi, comme on dit ici. Parfait. Tu as parlé aussi beaucoup de relations de confiance, donc tout est lié. La chaîne entre propriétaire, gestionnaire, locataire, c'est là où je veux en venir. C'est la section locataire. Est-ce que tu les considères
comme des clients, pas vraiment. Comment vous dealez avec les locataires? Parce que je vais t'expliquer mon point. C'est que les locataires, la majorité des locataires, ils sont majoritairement très mécontents du travail du gestionnaire. Toutes les expériences que j'ai eues, majoritairement, 4 chances sur 5, ça va être... Ils vont jamais être contents du service. C'est... je sais pas, ça peut être comme un retard sur une réparation. Tu vois où je veux en venir. Comment toi tu gères toutes ces plaintes de locataires? Parce que je suis sûr que tu dois avoir des plaintes. Ah bah bien sûr, tous les jours. Ah ouais. Bah, en fait, pour les gérer, attends, déjà, un locataire, il faut le prendre comme toi, tu es un humain, tu parles à un autre humain. Fait qu'en fait, ce qui fait que tu parles pas à quelqu'un qui est en dessous de toi parce que c'est un locataire. Ça, jamais. En fait, et donc, ce qui fait que c'est vraiment faut faire une relation d'égal à égal que le locataire. Et donc, en fait, il faut lui parler intelligemment. Oh, pardon. Mais comment on gère les plaintes? Après, c'est sûr que des fois, c'est plus difficile que d'autres dans certaines situations. Mais on va quand même toujours essayer d'avoir un très bon service pour le locataire aussi et de pouvoir être très réactif aussi en termes d'entretien de maintenance. C'est sûr que par exemple, des fois, tu as nos équipes qui sont bookées ailleurs, donc c'est compliqué. Non, je vais boire. Oui, prends ton temps. Il fait chaud aujourd'hui. C'est vrai, en plus, je suis en pull. Mais donc, en fait, c'est compliqué de toujours satisfaire les locataires en temps et en heure. Parce que des fois, il y en a qui vont se dire, bah là, je comprends pas, ça fait 2 heures que vous n'êtes pas venu, j'ai ma toilette qui est cassée, machin. Mais tu sais, des fois, en 2 heures, tu n'es pas capable de rejoindre tes gars parce qu'il est sur un autre chantier. Donc là, ce qui est important, c'est de dire, mais oui, mais là, on va intervenir rapidement. Ça peut être demain matin comme demain après-midi. Mais on va intervenir maximum dans les 2 jours. C'est ça qui est important. Mais c'est sûr que des fois, il y a des situations plus compliquées où il faut gérer, par exemple, des fois des plaintes ou même des fois, ça peut être aussi en fait, de comprendre le locataire dans sa demande de service. C'est que des fois, c'est un locataire qui, finalement, comme ils n'ont pas le langage de travaux, en fait, et ben, ils vont te dire un peu n'importe quoi. Alors que finalement, en fait, tu te rends compte sur place que c'est pas du tout ce qu'ils avaient dit. Donc ça, c'est aussi compliqué à gérer parce que des fois, en fait, par exemple, tu vas acheter la pièce en amont parce que le locataire a dit que c'était ça qui marchait pas. Et en fait, finalement, il s'est trompé, que c'est autre chose. Mais c'est ça, tu peux pas réellement te fier à ce que le locataire dit, en fin de compte. Bah, en fait, ça va dépendre du locataire. Des fois, il y en a, oui. Des fois, il y en a qui ont quand même le langage travaux. Mais après, ce qui est aussi bien, tu sais, des fois, c'est qu'on va finalement un peu faire l'éducation aux locataires. C'est qu'on va, en même temps, du coup, leur expliquer un petit peu plus le langage travaux, puis le langage, en fait, de bien expliquer les choses, de bien être clair dans sa demande de service pour qu'il puisse finalement, après, ne pas le reproduire, puis qu'il soit toujours clair. Parce que des fois, ça, c'est un enjeu quand même pour nous. C'est de toujours bien comprendre le locataire et bien comprendre ses besoins et sa demande et d'être aussi quand même toujours proactif. Ça, c'est important aussi pour nous, mais c'est sûr qu'on a énormément de plaintes de locataires, mais quand même qu'on sait gérer. Et au fur et à mesure, voilà, on essaie. Puis en vrai, on a quand même beaucoup de retours positifs de locataires. C'est ça que j'allais te dire, c'est que le retour positif d'un locataire, il est difficile à avoir parce qu'ils se mettent pas réellement à votre place. Non. Inversement aussi, nous aussi, on doit aussi un peu se mettre à leur place. Il faut toujours essayer de trouver un peu un compromis, j'imagine, au niveau des deux. Mais comme tu l'as dit, oui, ça reste compliqué, cette relation gestionnaire-locataire. Ouais. Après, il y a des exceptions. C'est pas tout le temps le cas. Il y a des locataires qui s'entendent très bien avec les gestionnaires. J'imagine que votre côté aussi, ça... Oui. Après, ce qui est bien, c'est qu'en majorité, quand même, les locataires, ils nous aiment bien quand même. On a quand même une très belle relation avec eux. Après, c'est sûr que par exemple, tu sais, certains qui vont être plus exigeants que d'autres, mais tu sais, après c'est souvent, à force, on les connaît mieux, donc du coup, on s'apprivoise, si je puis dire. C'est qu'on s'apprivoise au fur et à mesure, puis en fait, après, ils savent très bien comment on fonctionne, et on sait très bien comment ils fonctionnent aussi. Donc, du coup, on fait avec, et en fait, finalement, ça devient une vraie relation, en fait, de locataire à gestionnaire, mais au moins, ils comprennent quand même plus aussi nos enjeux. Donc, c'est pour ça qu'après, il y en a quand même, au fil du temps, qui deviennent beaucoup plus compréhensifs envers nous. Ça, c'est quand même, ça, c'est bien sur le long terme, quoi. Parfait. On arrive bientôt à la fin du podcast. J'aime bien demander des anecdotes, tu sais, aux invités que je reçois. Donc, on en avait parlé un peu, tu m'avais raconté une très marrante en off. Mais c'est ça, c'est chaque invité a un domaine différent en immobilier. Toi, c'est la gestion.
des fois, c'est des courtiers sur la route, des fois, c'est des courtiers en assurance. Tu sais, c'est vraiment très intéressant parce qu'à chaque fois, ça va être quelque chose de différent. Donc, toi, en gestion, j'imagine que tu en as... Oh mon Dieu, j'en ai plein. Mais je vais en raconter peut-être une ou deux, trois. Je vais commencer quand même par la plus drôle à la moins drôle. On va faire ça, ça va être plus simple. Mais la plus drôle, en fait, c'est qu'une fois, on a été dans un logement entre midi et 2, enfin midi et 13 heures, chez un locataire, parce qu'on a comme faire une réparation. Et sur le bail, donc c'est un couple sur le bail, ils sont bien deux, un homme et une femme. Et en fait, là, il s'avère que quand on va sur place, il y a quelqu'un donc avec l'homme qui faisait voilà, des choses. Et voilà, et sauf que c'était pas sa femme, en fait, c'était quelqu'un d'autre. Voilà. C'était sa maîtresse. C'était sa maîtresse, c'était sa maîtresse. Donc finalement, on a découvert qu'il avait une maîtresse avant sa blonde, tu vois. Un peu gênant la situation. Après, bon, tu sais, on n'a rien dit, on n'a pas commencé à appeler la blonde. Tu sais que là, on a vu qu'entre midi et 13h, en fait, on a vu ton mec. Voilà. Mais j'aurais été curieux de savoir si sa femme, elle a su par la suite. Mais... Bah alors ça, j'avoue qu'on n'a pas posé la question, effectivement, mais c'est vrai que c'était un peu une péripétie assez drôle quand même. C'est fou les histoires en gestion immobilière, c'est incroyable. Ah ouais. Il y en a tellement. Ah ouais, il y en a beaucoup, ouais. Non. Bon, après, par exemple, dernièrement, moins drôle, c'est que, tu vois, il y avait un chien dans le logement, tout se passait bien. Donc c'est des jeunes locataires qui ont la vingtaine, qui n'ont pas de dossier au tribunal du logement, donc rien du tout. En plus, c'est moi qui avais loué, donc je veux dire, tout allait bien. Et sauf qu'en fait, là, il y en a un qui perd son travail en cours de bail, le deuxième aussi. Donc là, ça devient plus compliqué à payer le loyer le premier du mois. Après, il rajoute un autre chien, un bébé chien qui ne sort de nulle part. Évidemment, ils ne me le disent pas. Et puis après, je reçois un appel comme quoi, en fait, un avis d'abandon de logement pour moisissure. Alors, faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de locataires, faire attention, qui vont en fait ne pas payer parce qu'ils vont dire qu'il y a des soi-disant logements, il y a des moisissures. Ils vont essayer de trouver un prétexte pour pas payer. Ne pas payer, mais c'est aussi très souvent cette distinction qu'ils ne font pas les locataires entre régler un problème de maintenance et payer le loyer. Exactement. Ça vous arrive aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça nous arrive. Ouais. Parce que en fait, tu sais, genre c'est complètement différent. C'est qu'un locataire, tu sais, il a pas grand-chose à faire en fait. Tu sais, il a en tout cas payer son loyer le premier du mois. Il a tenir propre son logement et s'il a des choses à parce qu'il y a des problèmes dans son logement, c'est qu'il faut qu'il les dise. C'est devoir, tu veux dire. C'est devoir, ouais. Et qu'il faut qu'il les dise rapidement pour qu'on puisse intervenir rapidement. Et sauf que du coup, dans ce cas-là, un peu l'anecdote, c'est que finalement, en fait, on a découvert le logement où le chien avait en fait mangé un peu du cadrage de fenêtre. Il avait aussi mangé un peu une partie du sol vers la porte d'entrée. Puis après ça, le pire, c'est qu'il commençait à dire que c'était encore des moisissures, alors qu'il n'y avait aucune moisissure dans le logement, qu'on a fait du coup 2 rapports d'inspection de logement par deux inspecteurs en bâtiment différents, justement pour avoir 2 avis différents. Et évidemment, c'était bien, la cause, c'était pas la moisissure, c'était le chien. Il n'y avait aucune moisissure dans le logement. Donc, du coup, là, on a ouvert un dossier au TAL, etc., pour un non-paiement, déguerpissement. Mais tu sais, là, ce qui est complètement bête pour eux, en fait, c'est que il leur a dit que c'était à cause du chien. Tu vois, j'aurais été à la limite compréhensive et je leur ai dit, vous allez repayer finalement les dégâts du chien. Alors que là, ils sont partis sur une fausse excuse de moisissure. Et finalement, ça va leur desservir parce que moi, j'ai ouvert un dossier au TAL pour non-paiement et déguerpissement, puis ils ont la vingtaine. Donc ça va les suivre toute leur vie, le dossier au TAL. Et c'est là, malheureusement, où là, ils sont complètement bêtes. En fait, et après, ils ne comprennent pas finalement l'enjeu aussi d'avoir un dossier au TAL. C'est que, tu sais, avoir un dossier au TAL pour non-paiement, même un dossier, même tes fixations, etc., un gestionnaire va forcément choisir un autre profil. Ça te suit sur toute ta vie, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça qui est dangereux aussi au Québec. C'est finalement ce dossier au TAL qui va être inscrit à vie pour un locataire. Et pour un gestionnaire d'immeuble, on ne prend pas. Voilà. C'est qu'en fait, on ne va pas prendre des gens parce qu'ils vont porter un risque pour le propriétaire, un risque pour le logement, de ne pas payer, et donc, ou même de faire des cas dans le logement. Donc malheureusement pour eux, c'est que ça va les suivre toute leur vie. Ça, c'est un peu une anecdote un peu triste et dommage pour eux à la fois, mais en même temps, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a des lois et qu'il faut les respecter.
On va finir sur, comme d'habitude, tes défis, tes problématiques ou tes succès. Comment tu te sens en ce moment? Comment ça va avec Humanova? Comment vous vous voyez grandir sur le long terme ou personnellement aussi? C'est vraiment un espace pour toi pour donner un peu tes impressions. Je vais commencer par Humanova. Humanova, en fait, moi, je vois grandir cette entreprise. Je la vois avoir une belle équipe. Peut-être tu as du 20 à 30 personnes autour de nous dans Humanova en interne. Tu sais, je vois aussi quand même, en fait, peut-être avoir en tout cas plus de 2500 logements en gestion d'ici quelques années. Bon, pour ça, ça prend quand même aussi justement organisation, structure, etc. Mais aussi, ce qu'on veut, en fait, c'est comme on est des investisseurs, ce qu'on vise aussi, en fait, c'est avoir, en fait, acheter un immeuble commercial ou semi-commercial dans chaque région où on gère, dans chaque grande ville où on gère, pour pouvoir justement, en fait, faire un espace de coworking, en même temps faire un espace de réseautage et pouvoir mettre nos bureaux. En fait, un peu comme en France, ça existe. En fait, en France, on a Century 21, on a Orpi, on a Foncia. Et en fait, nous, ce qu'on veut finalement, c'est un peu être le Foncia de demain du Québec en gestion immobilière, avec du coup, avoir à chaque fois un bureau dans différents secteurs, mais un bureau qui apporte du coworking et aussi du coup d'événementiel. C'est ça qu'on veut, ça c'est pour Humanova. C'est un peu ce qu'on vise finalement sur 5 à 10 ans de la compagnie. Et puis après, moi personnellement, voilà, moi je vise aussi, tu vois, d'être plus libre géographiquement, de pouvoir aussi, tu vois, faire des projets un petit peu aussi autres en parallèle. Toi, moi j'aimerais bien ouvrir une crêperie. Voilà, des choses comme ça. Très intéressant. Ouais, voilà, tu vois, j'aime beaucoup les crêpes. Voilà, j'aime beaucoup les crêpes bretonnes. Et aussi, après, moi, je me vois peut-être aussi un peu en politique. Donc, peut-être être mairesse. Mairesse Au Québec? Au Québec, ouais. Bonne chance. Ouais, bonne chance. Non, mais il y a aussi des grosses choses à faire dans la politique. En fait, après, moi, c'est vraiment juste une politique municipale. En fait, moi, ce que je veux, c'est pas être en politique gouvernementale ou une politique dans le gouvernement ou ministérielle. Moi, je veux une politique, en fait, à l'échelle humaine, à l'échelle locale d'une ville. Et donc, je pense que j'envisage peut-être d'ici peut-être 10-15 ans. Mais personnellement, j'aimerais bien, effectivement, être à la tête d'une ville, pouvoir gérer une ville dans tout ce qui est organisation, structure, budget. Ouais. Pourquoi pas justement la ville de Shawinigan parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui est en plein boom. C'est une ville en fait où justement il y a un dynamisme à créer. Enfin, en tout cas encore en fait en développement. Et aujourd'hui, voilà, elle n'est pas à son plein potentiel. Donc moi, j'aimerais aussi apporter ma vision un peu de la ville que j'ai, parce que j'ai quand même pas mal de projets justement pour revitaliser la ville. Donc c'est important pour moi, et surtout même au niveau des commerces, parce que c'est important en fait de pouvoir avoir des commerces de proximité, mais aussi des commerces finalement qui soient un peu plus axés sur un peu, on va dire, des commerces d'autres pays, tu sais. Ouais. Avoir une épicerie française, avoir en fait par exemple une épicerie zéro déchet, mais tout ça en fait en centre-ville et où finalement où ça fasse un petit peu un petit village où que tout puisse se faire à pied. Ce qui est un peu finalement en fait en France c'est un peu ça, tu vois. Et moi j'aime bien en France c'est les petites moyennes villes où tout se fait à pied avec des commerces de proximité. Et c'est vrai et ça moi j'aimerais vraiment retrouver ça à Shawinigan, avoir plein de commerces de proximité, tout se fait à pied, et aussi qu'il y ait beaucoup d'événements, beaucoup de choses dans la ville. Donc c'est pour ça que voilà, je pense que j'ai pas mal de choses à apporter du point de vue de la ville, mais du point de vue aussi finalement de la politique. Fait que c'est pour ça que j'envisage personnellement de peut-être faire ça, mais d'ici 10-15 ans, parce que je trouve qu'il y a un grand besoin de mettre un coup un peu, comment dire, un coup, je vais dire un coup de bambou, mais je dis pas ça, mais en fait, un coup d'accélérateur et surtout, en fait, un coup de redynamisme pour que les gens aussi à Shawinigan se sentent bien et se sentent à l'aise aussi avec les politiques en place. Donc, voilà, ça, c'est un peu un truc que j'en viens, mais aussi peut-être effectivement avoir un restaurant de crêperie, ça, je l'envisage aussi quand même peut-être d'ici dans les 5 ans à venir. Dans cette ville-là aussi, ça c'est important pour moi parce que aussi, ça recrée aussi du dynamisme et parce qu'avant il y avait une crêperie à Sainte-Flore qui a fermé donc, et qui était excellente et qui était très très bien réputée, donc j'aimerais bien réapporter ça aussi, tu sais. C'est un très beau projet en tout cas, je te souhaite que le meilleur. Merci. On va finir sur cette belle note. Je voulais remercier toutes les personnes qui vont regarder le podcast,
Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner de la force. C'est vraiment super important pour nous. Merci beaucoup Noémie. Ça m'a fait vraiment un plaisir de discuter avec toi. C'était super intéressant. On va finir sur ça. À la semaine prochaine. Merci à tous.